Nous sommes enrhumés, mais nous sommes bien présents pour un nouvel épisode de la Perche Sanguine. Salut Urko. Salut Vacherin. Voilà, alors juste pour tout vous dire, actuellement là vous êtes en train de voir l'épisode 1 sur 2. Pourquoi? Parce qu'en fait on va un petit peu changer la manière de mettre, de publier les épisodes. En fait on va créer deux épisodes, un ou que vous êtes en train de voir actuellement, où ça va être des petites séances débat, ou du moins, comme d'habitude, on est plusieurs pour parler d'un film, et un autre où je serai tout seul pour vous compiler plein de films que j'ai aimés ou pas, mais sur lesquels j'ai des choses à dire. Et du coup, vu qu'on est que deux, comme d'habitude, c'est là où il y a le moins de films sur lesquels on va parler. Et il y en a trois aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le tant attendu Garçon et le héron de Hayao Miyazaki, très attendu parce que dernier film, enfin pas trop quand même, de Monsieur Miyazaki. Nous parlerons à côté d'une petite pépite du cinéma de genre français, à savoir Vincent doit mourir. Et enfin, nous finirons avec l'une des plus grosses sorties Netflix de l'année, à savoir The Killer de David Fincher. Beau programme, du coup, je crois, peut-être. Plutôt solide, oui, comme programme, hein. Et bah cool, voilà. Trois films plus ou moins attendus, trois films qui ont plus ou moins fait l'unanimité ou pas trop même, j'ai envie de dire. En tout cas, je sais pas trop comment amorcer tout ça. Du coup, on commence par le premier film. C'est parti. Allez, on fait. On fait ça. Exactement, on fait ça. Et du coup, comme je le disais, on va commencer avec le dernier film d'Hayao Miyazaki qui se nomme Le Garçon et le Héron. もう一度もう一度真人後を継ぐ者を求めているあんたなぜこんなところへ来たの真人さん逃げて私の世界まだ道半ばだよ母さん真人私の仕事を継いでくれぬかAprès son sixième faux départ à la retraite, Hayao Miyazaki est de retour pour son nouveau dernier film avant le prochain. Oui, parce qu'il a déjà annoncé un autre, youpi. Enfin, moi je suis content, toi tu t'en fous un peu. C'est ce que tu m'avais Un dit. peu, mais bon, ça fera plaisir, hein. Ah bah super. Du coup, après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne, dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine, où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Beau programme. Urko, tu as vu ce film hier. Et c'était quoi déjà les premiers mots que tu nous as donnés en sortant de la séance? Ah, c'est très provoque, mais je crois que j'aime juste pas Miyazaki en fait. Ouh là là. C'est le truc avec le garçon et le héron, et avec le garçon et le héron, et qui met en lumière beaucoup mon point de vue vis-à-vis de Miyazaki, parce que je maintiens que ça reste mon point de vue et que je ne pense pas non plus que ce soit un mauvais auteur de cinéma ou un mauvais réalisateur. Enfin, son talent reste indéniable, je pense. Euh, le truc avec le garçon et le héron, c'est que on est face à un film de Hayao Miyazaki qui est très clairement un film de fin de carrière, non pas que non pas dans un sens négatif où il est temps de partir à la retraite tapis quoi. On n'est pas non plus chez Ridley Scott quoi. Euh, Ouh là là. Ouh là là, ça y est, ça commence. Sachant qu'en plus, à chaque fois, il dit qu'il va s'en aller cette fois-ci, c'est la dernière promise. Ça aurait été bizarre qu'il nous fasse un film en mode ouais, j'étais pas trop là, c'était pour les impôts. Non, là ça se ressent que c'est quand même un film qui lui tient à cœur, partant déjà d'un élément autobiographique, si j'ai bien compris. Oui, après le film, alors moi personnellement j'avoue que j'avais vraiment rien lu, enfin rien vu, rien lu sur le film, si ce n'est qu'il était du coup entre guillemets adapté d'une nouvelle qui s'appelait Et vous, comment vivrez-vous, qui suivait du coup après dans le même contexte un gamin qui avait encore une fois ce côté un peu autobiographique. Alors pour le coup vraiment je préfère pas trop en dire parce que j'ai vraiment pas trop recherché à savoir de quoi parlait le livre, mais ouais, il y avait un peu déjà ce côté autobiographique et ne serait-ce aussi par rapport au contexte, on va dire, adolescent, passage à l'âge adulte et compagnie. Du coup, vu et sans tape, si j'en conclus bien, mais à part ça, qu'est-ce que tu penses du film en tant que tel? Vu et sans tape, c'est juste,
anecdote, c'est juste parce qu'en sortant du film, j'ai envoyé un petit mème vu et sans tape quand je suis sorti du film, parce que en fait, le truc c'est que le garçon et le héron, du coup, donc c'est un film avec un élément quand même un peu autobiographique vis-à-vis du deuil de la mère de Miyazaki. Mais en même temps, c'est un film qui fait qui laisse la part belle entre guillemets à l'imaginaire auquel on est habitué chez les films de Miyazaki. Je pense notamment aux perruches qui, ne serait-ce que visuellement, m'ont fait énormément penser aux espèces de petits canards que tu vois dans Chihiro. Ouais. Même si dans Chihiro c'est plus en détail qu'autre chose, tu vois. Mais à ce niveau, ouais, c'est bardé de références à tous les univers qu'il a pu réaliser, hein. Oui, t'as l'importance du feu comme dans le château ambulant, je crois, c'est ça. Oui, c'est Avec, ça, où t'avais un Raoult. petit démon de feu, si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as tout un truc qui fait que si vous avez grandi, si vous êtes très fan de Miyazaki déjà, vous serez complètement convaincu par ce film. Le truc, c'est que moi, c'est pas spécialement mon cas. J'ai pas grandi avec Miyazaki, je les ai découverts un peu sur le tas durant mon adolescence et la fin de mon adolescence. Pour tout vous dire, mon préféré, c'est Kiki. Euh, C'est trop cool, mais, Kiki. mais le fait de... Comment? Bah, c'est trop cool, Kiki. Oui, c'est trop cool, mais je sais que ça fait pas forcément légion un petit peu le fait de dire que c'est le préféré, tu vois. Je trouve qu'il est un peu. Enfin, c'est un peu les Miyazaki good vibes à la manière de Totoro, tu vois. C'est pas forcément très très dense thématiquement, très. Ouais, c'est plus mature, mais pourtant, dans la manière de faire du cinéma vraiment jeunesse, pour moi, il réussit quand même à avoir cette pertinence que tu peux avoir sur d'autres films un peu plus matures, comme Mononoke ou Chihiro. Ou comme le garçon et le héron pour le coup, Ah bah, parce que ouais. il se sert de son histoire et enfin de son histoire et de sa prémisse un peu fantastique pour justement venir t'amener un propos assez intéressant sur la nécessité de construire et d'imaginer et surtout là la dimension pleinement film somme de se projeter soi-même dans le film. Il y a un personnage qui est très clairement un écho à Miyazaki lui-même et Qui arrive vers la fin, si je dis justement, pas de bêtises, pour pas trop spoiler. oui, qui arrive. Il est un peu là tout au long de l'histoire, mais c'est vraiment à la fin du film qui prend toute son importance et que tu dis ah oui quand même, tu vois. Ouais. Mais tu vois, oui, oui, on va éviter de spoiler, tu vois. Mais voilà, tu arrives vraiment sur ce film de fin de carrière où Miyazaki lui-même rend des comptes sur sa carrière et parle de ce qu'il aimerait dans le futur, de ce qu'il imagine du futur et de ce qu'on en a à tirer en fait de tout ce qu'il a fait. Ouais, et ce, avec un contexte qui se base, on va dire, sur la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Oui, ça se passe pendant la guerre. Voilà, et c'est assez intéressant du coup d'avoir cet écho-là qui, même si bon, pour le coup, j'avoue que je ne saurais pas trop quoi dire de plus, mais je pense qu'il y a un début de piste. De toute façon, il y a tellement de débuts de piste sur le garçon et le héron que je pourrais donner, mais sans forcément les exploiter. Mais c'est que c'est un film très dense au final, mais après Ouais, aussi obligé par le côté très film somme, tu vois, mais il s'en passe des choses. C'est un film globalement qui vous laisse, j'allais dire, pas le temps de respirer sans forcément que ce soit angoissant de ouf, tu vois. On voit pas forcément les 2 heures passer, quoi. Il se passe constamment quelque chose. Tu peux être à la fois abasourdi par la beauté visuelle de certaines scènes. Je pense notamment à la scène de la salle d'accouchement oui, avec les athlètes que j'ai trouvé magnifique, ou même le fait que alors, Miyazaki n'a pas tout dessiné à la main, il y a de la 3D dans le film, et pour le coup, elle se mêle super bien au reste du film. ah bah Et quand au tu graphisme. compares ça avec les standards actuels de la Japan Animation, et notamment j'en avais parlé dans cette immense merde qui est le château solitaire dans le miroir, où là tu vois très clairement que c'est. Enfin, que le mélange 2D 3D c'est dégueulasse. Là pour le coup, Ou ouais, pour tirer, ou pour tirer sur l'ambulance avec Goro et la sorcière. Oh Non, c'est quoi? putain, oh là, quelle Ariel. horreur! Oh là là! Mais ouais, On non. tire sur l'ambulance parce que c'est un peu le film de Miyazaki, machin. C'est peut-être aussi ma critique principale qui veut dire bon, tu nous fais un film comme Le Garçon et le Héron avec une morale comme Le Garçon et le Héron, mais à côté tu craches sur ton fils parce que tu le trouves pas au niveau. Non, c'est pas ça. Il considère que son film n'est pas encore un adulte, si je reprends ses propres termes. Et je trouve qu'il a parfaitement raison. Parce que quand on voit les merdes qu'il fait, franchement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais après, c'est quoi? Il y a Aya et la sorcière, c'est une merde, mais Terre-Mère, Terre-Mère, c'était c'est pas. mauvais. Vraiment, j'ai même pas réussi à le finir, tellement je trouvais ça chiant. Bon, la colline de coquelicot, c'est mignon, mais franchement, c'est ultra oubliable.
Et après, bah, il fait des trucs pour la télé, enfin voilà quoi. Bon, mais j'avoue, oui, il y a un peu d'hypocrisie de sa part. Après, je pense que c'est aussi une manière pour lui d'essayer de se réconcilier avec son fils. Même si, oui, clairement, bon, je pense que. Ouais, pour le coup, je pense que c'est plus honnête que ce que tu penses par rapport à son message. Maintenant, on va pas jouer au Nostradamus. Je pense que le film parle avant tout d'une relation, pas forcément père-fils, parce que le père est là vraiment beaucoup moins présent que la mère, alors pourtant, cette dernière est morte. Mais elle a beaucoup plus de présence thématique, disons. Là où le père, je pense que pour le coup, il a plus une présence, on va dire, faussement protectrice. En fait, à chaque fois qu'on le voit, il essaie de protéger son fils, mais à chaque fois, t'as l'impression qu'il fait les pires décisions. Par exemple, bah, du coup, quand il voit que son fils est blessé, il décide de le virer de son école. Quand il croit son fils alors qu'il est disparu, vous allez voir ce qui se passe, mais bon, tu te dis, ok, le mec c'est juste un bourrin. Enfin voilà. Et là, du coup, je pense qu'il y a peut-être une petite autocritique de sa part, mais ouais, on va pas jouer de Nostradamus. Pour le coup, de toute façon, le film est tellement dense qu'encore une fois, on peut, je pense, beaucoup. Enfin, moi personnellement, je me sens pas trop de donner mon ressenti là-dessus, au-delà de. Je pense que on peut commencer à partir sur ce genre de questionnement. Parce que, comme tu l'as dit, c'est très dense, et j'aurais peut-être dû aller le revoir pour vraiment plus saisir ce qu'il aurait peut-être pu nous dire. Mais comme moi, j'aurais pu le voir plutôt et le revoir aussi, bien pour le coup. Ouais, parce que toi, tu l'as vu hier, Euh, pour le contexte. J'ai vu hier, j'ai pas eu forcément trop le temps d'y réfléchir, quoi. Pour vous dire, je l'ai vu hier soir. Là, on est vendredi soir. Je suis sorti, il était quoi, 18-19h, et là, il est 10h le lendemain matin, quoi. Mais... Ah bah dis donc. Mais ouais, bon alors, du coup si jamais je peux continuer sur le film, je vais juste te faire un petit préambule parce que c'est rare les films desquels je pense que j'ai plus retenir l'expérience que eue en salle que le film en lui-même. En fait, j'ai vécu deux trois petites anecdotes avant ma séance qui m'ont fait me dire que c'est un film que je vais retenir, pas forcément juste parce que je trouve que c'est un très très bon film qui, comme tu l'as dit, représente un côté somme pour Miyazaki et qui moi personnellement m'a transporté de bout en bout. Bah, c'est aussi un film, moi, personnellement, qui m'a fait vibrer parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une salle aussi ouais, communicative. En fait, pour anecdote, je suis arrivé à 30 minutes avant le début de ma séance et il y avait. C'était un cinéma d'arrêt d'essai, donc techniquement, il n'y avait jamais trop de monde, on va dire. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que dans des gros UGC, CGR et compagnie. Mais du coup, ouais, je suis arrivé une demi-heure avant le début du film parce que je me suis dit, bon, ça sera sûrement salle complète, donc on va essayer de prendre sa place un peu avant l'heure. Et en fait, il y avait déjà une queue de 300 km quoi. C'est-à-dire que vraiment, d'habitude, bon, quand il y a de la queue, c'est. Pour le Raid Animal, j'avais envie d'aller le revoir, mais bah, je me suis tapé une séance complète parce qu'il y avait du monde. C'était un dimanche en même temps, voilà. Mais à part des gros films, disons, et des avant-premières, il n'y a jamais vraiment du monde là-bas. Et là, pour le coup, bah si, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et bah en fait, deux personnes derrière moi, la séance était complète, quoi. Donc je suis vraiment arrivé à temps. Et dans ma salle, il y avait vraiment de tout. Il y avait des gens bah, plus ou moins âgés, il y avait des jeunes. Alors, le film est commencé à partir de 10 ans, et pourtant, je voyais vraiment des jeunes de 6 ans, de 8 ans, accompagnés de leurs parents. Euh, des parents qui me sentaient vraiment investis. J'ai même croisé deux japonaises derrière moi, voilà. Je les embrasse si elles m'écoutent un jour peut-être. Mais voilà, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une salle, on va dire, aussi vivante. Et pour le coup, bah, comme tu le disais, ça se voit que Miyazaki, c'est un auteur qui est plus que respectable, parce qu'il réussit à vraiment toucher tout le monde et à donner envie à tout le monde. Et du coup, ça, je pense que je vais le retenir dans mon appréciation du film. Maintenant, le film, bah, comme tu l'as dit, ouais, c'est un film somme. Et en vrai, je trouve que c'est même son film le plus clivant, en fait, parce que pour le coup, si je devais aussi donner un autre truc, c'est que à l'époque, lorsque le film est sorti au Japon, pour le contexte, aucune bande-annonce n'était sortie. Il y en avait juste une affiche très mystérieuse qui donnait vraiment pas beaucoup, on va dire, de détails sur le film. Et bah, du coup, vu qu'on est en France et aux États-Unis, bah, il a commencé à avoir la promotion. Et je me suis retenu de la voir parce que je me suis dit que bon, allez, on va tenter. Voilà. Et en fait, c'est à la fois, je trouve, une excellente idée pour découvrir le film, et en même temps, forcément une très bonne. Parce que si jamais tu vas voir ce film juste en te disant, oui, ça va être un film de Miyazaki, et bah, tu risques d'être un peu surpris par la forme du film, qui est une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, mais avec un côté très Lynch, où en fait, bah, il va réussir à te convaincre de l'avancée de son film de manière. Alors que pourtant, si jamais je vous raconte le film formellement parlant, vous allez dire, mais ça n'a aucun sens, c'est incongru, mais pourquoi tel élément arrive à tel élément, je comprends pas. Mais en fait, il réussit à te. Bah, moi, il m'a pas
En fait, je suis jamais sorti du film parce que à chaque fois que on changeait un peu de direction artistique, qu'on changeait de ligne un peu plus scénaristique, et ben en fait je m'en rendais pas compte et juste j'étais transporté dans le film. Et je pense que ça a été aidé à la fois parce que je savais pas de quoi le film allait parler et du coup c'était la surprise totale et ben, je me suis laissé transporter par le film. Et en même temps aussi parce que je pense pas que ce soit forcément une bonne idée parce que si jamais tu attends à voir, je sais pas moi, un chef-d'œuvre bien structuré, comme on a l'habitude de voir chez Miyazaki, et bah tu risques d'être surpris de te dire ah bah je m'attendais pas à ça, c'est un peu chiant, ouais j'aime pas trop l'histoire, en même temps il y en a pas trop d'histoire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il essaie de me raconter, et tu risques de passer un peu à côté du film. Moi personnellement c'est pas du tout le cas, mais je sais pas si ça a vraiment été d'ailleurs le cas pour toi, vu qu'en plus bah, comme tu l'as dit t'as vraiment pas beaucoup d'attache à Miyazaki de base. Qu'est-ce que toi? Bah, moi je sais pas, c'est quasiment dès le début en fait, je suis pas rentré dans le film en fait, et quand du coup l'intrigue commence réellement, bah j'étais juste pas dedans quoi. Ouais, tu regardais ça un peu d'un demi-œil, pas forcément extérieur au film, mais pas non plus. C'était pas en empathie avec les personnages, quoi. Enfin, avec le Ouais, film. voilà. Ou Bah, avec qu'il essayait de me raconter ou de me dire, tu vois. Que ça soit à la fois diégétiquement et juste d'un point de vue d'auteur, tu vois. oui, je vois ça. Bah, pour le coup, moi, en fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, ce film, c'est vraiment un parfait mélange entre, pour moi, ce qui sont ces deux chefs-d'œuvre. Alors, il y en a un où ouais, tous êtes d'accord et un autre pas du tout. À savoir le voyage de Chihiro, pour le côté, voilà, Alice au pays des merveilles, passage à l'âge adulte. Bon, alors, le personnage de Maito, je crois, est quand même plus âgé que celui de Chihiro. Il y a d'autres questionnements qui se font par rapport, on va dire, à Chihiro, où là, c'est une question plus d'indépendance par rapport aux parents. Après, j'ai pas vu le film depuis longtemps, donc je vais juste m'arrêter là, mais bon, je pense que de toute façon, tout le monde a vu le Chihiro, tout le monde connaît, tout le monde sait de quoi ça parle. Et là où dans Le Garçon et le Héron, ça va être des questions, on va dire, un peu plus intimes par rapport, on va dire, au caractère du personnage, par rapport au deuil, comme tu l'avais dit, avec le personnage de la mère, qui est présent de manière très fantomatique, mais qui pourtant reste, selon moi, quasiment omniprésent de tout le film, et de tous les questionnements qui sont faits dedans. Et pour moi, il y a un autre film qui est vraiment, pour moi, son chef-d'œuvre, le meilleur film de Miyazaki, c'est Le Vent se lève, qui était son avant-dernier, du coup, et qui est un film qui m'avait cueilli émotionnellement. Je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être un film sympathique mais sans plus, parce que tous les retours me disaient que c'était sympa mais sans plus. Et en fait j'ai été vraiment bouleversé par le film. Je trouvais la réflexion et le contexte historique vraiment absolument dévastateur. Voilà, je préfère Le Vent se lève au Tombeau des Lucioles, et j'ai plus pleuré devant Le Vent se lève que le Tombeau des Lucioles. Voilà. Monstre, Ouais, je sais, mais le Tombeau des Lucioles ça m'a pas fait pleurer en fait, donc je m'en rends compte, c'est monstre. je sais. Voilà. Mais bref, pour en revenir au Vent se lève, il y a évidemment le contexte historique qui est là plus ou moins le même si bon, on n'est clairement pas, on va dire, sur les mêmes enjeux. Le côté, on va dire, guerre est beaucoup moins, on va dire, présent. Le Garçon et les Héros, c'est la première scène qui va impliquer toutes les questionnements de deuil, mais ensuite, bah, au-delà, on va dire, de tout l'univers fantastique que Miyazaki va développer, tout le film est très extérieur à ce contexte. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça fait que le film est un peu dans sa Ah bulle. non. Ah, tu trouves pas, Bah, toi? non, justement, avec juste tout le truc avec les perruques, justement, ça peut être vu aussi comme une analogie du fascisme bah, qui est pour le coup très rampant au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah, ça, j'avoue, j'avais un peu du mal à savoir c'était quoi les perruches. Bah, après, par rapport, on va dire, à l'un des personnages qui est un peu le leader de ce groupe, ouais, effectivement, du coup, là, maintenant que tu le dis, ça connecte. Mais tu vois, pendant tout le film, en fait, je m'en rendais pas compte. Et c'est un petit peu ça mon propos sur le film. Parce qu'en fait, je pourrais à la fois beaucoup en parler. Et en même temps, je pense que ça serait peut-être un petit peu vague. Donc, j'ai pas trop non plus en dire. Et ça se résumerait toujours à un truc, c'est le film est très dense. Le film peut être analysé et contextualisé de multiples formes. Mais ce qui était plus intéressant pour moi, c'était vraiment le voyage esthétique et émotionnel que j'ai vécu. Et qui était, ouais, sans pareil. Parce que comme tu le disais, c'est un film somme. C'est la dernière fois que je vais le dire, promis. Mais pour moi, c'est pas Vraiment le forcément seul dans. terme à retenir pour le film, hein. Ouais, clairement. Mais pour moi, c'est pas forcément juste par rapport à cette thématique, mais c'est par rapport à la maîtrise qu'a Miyazaki de la narration. Parce que ça, je pense que si jamais il avait fait ce film, ne serait-ce que 10 ans plus tôt, allez, bon, ouais, plutôt 20 ans, 30 ans plus tôt, si on veut, je pense pas qu'il aurait eu la même maîtrise formelle pour raconter tout cet univers, pour nous transporter autant, sans que, en tout cas pour ma part, je décroche du film, en fait. Et ça fait que du coup, bah, Euh, moi, il y a 20 ans, il faisait quand même Chihiro, et c'était un peu qui a pu le tracter, mais je pense que les deux sont quand même très liés dans ce côté découverte d'un univers complètement fantastique.
Oui. intervient après un élément un peu traumatisant du monde réel, tu vois. Mais après, Chihiro, là où je trouve que c'est un film qui est quand même bien plus appréhendable, c'est que c'est un film qui est beaucoup plus classique dans sa forme. C'est un film dont tu comprends les enjeux dès le début. C'est un film avec des personnages, on va dire, aux motivations, à la caractérisation très claire, voire classique. Maintenant, le développement est absolument dingue. Et effectivement, dans, on va dire, l'univers en lui-même, c'est quand même beaucoup plus imposant, impressionnant et singulier que ce qu'on peut avoir d'habitude. Mais je trouve que le développement en lui-même, et ça en vrai je m'en fous, mais je pense que c'est quand même à retenir, est beaucoup plus classique. Et je dirais, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus prévisible que Le Garçon et le Héros. Alors que Le Garçon et le Héros, en fait, bah, comme je te l'ai dit, le but du film, je le cherche encore. Enfin, je le cherchais pendant quasiment tout le film. Et c'est que en y repensant que j'ai commencé à y voir des bribes de réflexion à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est un film qui est quand même beaucoup moins appréhendable et beaucoup moins, on va dire, classique. Et qui fait qu'il y a une vraie maîtrise qui me paraît soulignable par rapport à la structure narrative. Parce que ça, je pense qu'il n'aurait pas forcément pu le tenir si jamais il avait beaucoup moins d'expérience dans le domaine. Et puis à côté, bah, faut parler de l'animation. Alors du coup, t'as dit, comme tu l'as dit, ça a utilisé de la 3D. Et pour le coup, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi bien utilisé. Alors à la limite, il y aurait Makoto Shinkai, même si pour le coup, je trouve que ça se voit quand même très souvent beaucoup, mais qui arrive tout de même à vraiment utiliser de très très beaux plans en 3D et notamment pour ses décors. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait souvent dans l'animation japonaise, mais des décors réels qui vont ensuite retravailler pour leur donner cette patine d'animation et que ça donne du coup quand même quelque chose d'assez homogène, on va dire. Mais là, c'est vrai que, ouais, en fait, Miyazaki, il crée surtout un univers absolument fantastique, absolument dingue, qui, je pense aussi, m'a permis de tenir cette narration qui est vraiment très décousue, en fait. Et bah, dès la première scène, moi je trouve que la manière qu'il a de représenter les flammes, le feu, le chaos, bah, c'est quelque chose, pas forcément de jamais vu, mais dont la manière de faire m'a paru vraiment assez impressionnante et singulière. Et c'est quelque chose que j'ai Oui, aimé voir. et même pour Miyazaki, qui pour le coup a déjà représenté le feu un certain nombre de fois dans sa carrière. Ouais, Hein, comme tu l'as dit, encore une fois, c'est un hommage à toute son œuvre, et pourtant il se le je, rapproprie. je sais plus si on en parlait en off ou si on en parlait là, mais tu vois, rien que le leitmotiv entre guillemets des flammes et tout, c'est un truc qui se retrouve déjà depuis le château ambulant, tu vois, qui laissait une grande place au feu avec Calcifer. Et même là, tu vois, il arrive à se réinventer vis-à-vis de ça. Pour le coup, même si j'ai pas aimé le film, techniquement, ça reste un film qui est indéniable dans sa qualité, dans sa production, dans son esthétisme, enfin, techniquement, tu vois. Oui, voilà, ça, c'est que là, pour le coup, enfin, pour moi, c'est quasiment impossible de ne pas voir le travail, et surtout, on va dire, enfin, à quel point ça s'emboîte bien avec ce qu'il essaie de raconter, parce que pour le coup, comme je l'ai dit, bah en fait, ça me tient en haleine. Et les questions, on va dire, plus intellectuelles, et ben ils surviennent après la séance, parce que moi, je suis juste bouche bée par la beauté du film. Et tu parlais d'ailleurs de cette scène d'accouchement. Je trouve qu'il réussit plus que juste de faire des plans jolis, d'avoir des idées de décor, de mise en scène et compagnie. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il réussit à mettre de l'émotion là-dedans, il réussit à mettre de l'intensité avec des trucs tout bêtes. Il réussit à même les faire s'entrechoquer avec ses personnages. C'est pas un film figé, on va dire, c'est pas un film qui est contemplatif et qui fait regardez comment je suis fort, regardez comment est-ce que je suis vraiment un grand maître de l'animation. Non, ça reste, je trouve, quand même très impressionnant à ce niveau. Et du coup, moi, ça m'a accueilli. Voilà, enfin après voilà, comme je l'ai dit, je sais pas si je pourrais dire grand chose de plus. À la limite, le seul point négatif que j'aurais vraiment au film et qui là aussi donne aussi un peu ce côté, on va dire, inaccessible ou du moins clivant que peut avoir le garçon et le héron, c'est le côté un peu stoïque des personnages. Et pour le coup, ça va donner encore plus, je trouve, de distance avec le Chihiro, où là, par rapport à l'évolution de stress, bah, du coup, de Chihiro, tu vois que c'est une évolution qui est assez, on va dire, qui est très mise en scène, où tu la vois souvent réagir, j'ai envie de dire parfois un peu surréagir à ce qui lui arrive. Bref, l'empathie est vraiment très très facile d'accès, alors que dans Le Garçon et le Héron, et ça a aussi un petit peu à voir avec ce que raconte le film, avec ce côté passage à l'âge adulte, avec ce côté de deuil, où t'as un personnage où j'ai l'impression qu'il essaye de paraître adulte, qui essaye de tout contrôler, alors qu'en fait, il est juste à deux doigts, pas forcément bah, en fait, disons, son deuil l'a renforcé, mais de manière très artificielle, on va dire. Parce qu'il n'a pas le recul adulte nécessaire, et parce qu'il est dans un contexte de guerre et un contexte plus familial qui lui a donné un petit peu raison, ou du moins selon lui. Et du coup, ça pourrait excuser ce côté un peu stoïque par rapport à l'univers, mais en même temps, je trouve que ça fait que le film
m'a parfois un petit peu perdu, ou du moins m'a pas autant impacté émotionnellement dans certaines séquences qui auraient pourtant pu largement être ouais, dévastatrices. Et notamment ces séquences d'accouchement, moi que je trouve absolument sublime du début jusqu'à la fin. Voilà, moi je saurais pas trop quoi dire d'autre. C'est un film que j'aimerais bien revoir pour le coup. Même si je sais pas si j'aurai le temps de le revoir, mais en tout cas moi je suis vraiment heureux. Là je parlais tout à l'heure du côté, oui, c'est un réalisateur qui est rassembleur et qui donne envie aux gens de le voir. Et je sais pas si c'est parce que tout le monde a été plus ou moins unanime dès le début, parce que c'est Miyazaki, ou si c'est comme moi, plein de gens n'étaient pas au courant de quoi allait parler le film. En vrai je trouve la bande-annonce pas forcément ultra explicite sur ce que raconte le film et son développement. Et d'ailleurs je me rends compte qu'on a toujours pas parlé du héron, qui est pourtant l'un des personnages principaux du film. Et peut-être le plus caractériel, on va dire. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais. Bah, En quoi plus caractériel? bah, je sais pas, je trouve que c'est celui qui apporte, on va dire, le plus de. Enfin, je sais pas pour le coup, mais j'ai l'impression que c'est celui qui a le caractère le plus. Pas forcément le plus classique, mais en tout cas le plus mis en avant. C'est-à-dire que, sans trop en dire, c'est quelqu'un d'un peu joueur, d'un peu borné aussi. Après, je vais pas trop en dire sur le personnage en lui-même parce que je trouve son développement artistique, sans trop en dire, la mythologie qui se fait autour de ce personnage, moi je le trouve vraiment très très chouette. Mais ouais, après, encore une fois, c'est vrai que. En fait, c'est compliqué, mais encore une fois, de parler du film, hein, parce que je l'ai vu il y a 18 jours du coup. Et ouais, plus de 2 semaines. Mais voilà, moi personnellement, ça me fait plaisir de voir des gens juste aller voir un film parce que le réalisateur il aime bien et réussir bah quand même, enfin, du coup, à avoir accès à ces œuvres, pas forcément les plus accessibles, mais qui sont pourtant, je trouve, assez grisantes avec le recul. Et bah, rien que pour ça, moi, personnellement, je vous encourage largement à aller voir ce film. Après, comme je l'ai dit, c'est pas forcément. Pour le coup, le déconseiller au moins de 10 ans, enfin, le à partir de 10 ans que tu peux voir sur certains sites, je le comprends par rapport au thème, mais aussi par rapport à la forme qui ont déboussolé plus d'un. Et en même temps, c'est un film. Pardon, c'est un film qui, je pense, a quand même, un peu comme Chihiro, beaucoup d'attrait à l'enfance, à se lâcher prise, de dire on va pas forcément essayer de tout comprendre, on va pas forcément essayer de tout rationaliser. Ça, je pense que c'est ça le mot peut-être à ne pas employer avec le garçon et le héros, c'est le rationaliser peut-être. Parce que en fait, le but c'est avant tout de vivre un voyage, et pour le coup, bah en fait, il importe beaucoup plus que les quelques théories, les quelques interprétations qu'on peut en faire à la sortie, je pense. Après, ça c'était un peu pompeux. Mais ça me paraît important à souligner. Je sais pas ce que t'en penses là aussi. Bah pas forcément, je pense qu'il faut quand même un petit peu le rationaliser parce que désolé, on a menti en fait, on va réutiliser le terme. C'est un film somme, c'est un film où tu sens que Miyazaki, enfin comme je disais, tu sens que c'est un film de fin de carrière et que c'est Miyazaki qui fait un petit peu une rétrospective, pas un best-of, mais vraiment une rétrospective de son point de vue et essayer de réfléchir vis-à-vis de ça, de tout ce qu'il a créé. Donc tu as besoin un petit peu de réfléchir un petit peu et de chercher à comprendre ce qu'il essaye de dire avec ce film, tu vois. Même si y a forcément des messages qui sautent tout de suite aux yeux, notamment sur Et je pense qu'aussi le contexte japonais doit aussi aider pour la compréhension de certains thèmes. Et encore une fois, le livre que du coup j'ai pas lu, mais qui a une place pas forcément très importante scénaristiquement, mais qui je pense va en avoir une très forte thématiquement parlant. Et ça, de le procurer et le lire, même si je suis très en retard sur ma lecture. Après, il est traduit en français le bouquin? Bah je crois, en tout cas à mon avis, vu le succès du film, je pense qu'ils vont le traduire. Enfin j'espère, aussi surtout. Ouais, et vous, comment vivrez-vous, voilà. À savoir Kimitachi Wado Ikiluka. Et d'ailleurs, c'est le titre du film, hein, Le garçon et le héron, c'est une traduction française, pas dans le sens littéral, mais dans le sens commercial, on va dire. Parce que oui, le film s'appelle bien. Et vous, comment vivrez-vous en japonais? Du coup, voilà. Bah mais ils se sont dit que ça passerait pas forcément trop en publicité en Ouais. Alors que pour le coup, dans le côté questionnement plus métaphysique, philosophique, clairement, on peut dire que ce titre est plus qu'approprié. Alors que le garçon et le héron, Ouais. ça fait un petit peu. Ouais. Là, il y a Hunger Games qui sort, voilà, un truc de. Un peu. Roman jeune adulte, voilà. Bon, je sais pas, bon. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on recommande du coup, pour finir. Oui, largement. Voilà, ne serait-ce que pour l'attente que ce film a pu susciter et le pognon qu'a foutu Wild Bunch dans l'acquisition de ce film,
Bah oui, on va vous conseiller de le voir, voilà. Du coup, bah, Le Garçon et l'Héron, c'est actuellement en salle, n'hésitez pas à aller le voir, à soutenir ce film. De toute façon, beaucoup l'ont déjà vu, beaucoup l'ont déjà discuté. Nous, voilà notre avis dessus, et on va passer à un film qui n'a absolument rien à voir. Mais alors là, rien à voir, et qui fera beaucoup moins plaisir aux petits, mais plus aux grands. Qu'est-ce que tu disais, si je pas entendu? C'est complètement à l'opposé. Ah bah clairement, voilà. Parce que là, nous parlons d'une fantaisie assez joviale. Là, on va parler de quelque chose d'un peu plus brut, d'un peu plus méchant, d'un peu moins joyeux, quoique, on va Un voir. peu plus français. Un peu plus français avec le premier film d'un réalisateur qui se nomme Stéphane Castan, passé par la semaine de la critique, et qui se nomme, de manière assez littérale, Vincent doit mourir. J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous vous êtes senti en colère ces derniers temps? Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Comme je le dis, premier film d'un réalisateur français et surtout premier film de genre, Vincent doit mourir, avec Karim Leclou et Vima Laponce, raconte l'histoire de Vincent qui du jour au lendemain est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire en est bouleversée et quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Alors Urko, toi c'est l'inverse de tout à l'heure, tu as vu ce film il y a longtemps, moi je viens de le voir hier. Qu'en as-tu pensé? Bon bah écoute, deux souvenirs, c'était... Deux souvenirs, genre je m'en souviens quasiment plus et tout. Non ça va, j'en ai quand même un souvenir relativement frais dans la tête. Bah putain ça fait plaisir. Genre, pardon, avec une prémisse comme ça, avec un titre comme ça, avec une affiche comme ça, j'avoue que j'avais un petit peu peur de peut-être une démarche enfin, j'avais un petit peu peur, j'étais très hypé en même temps, je me disais putain on va peut-être avoir un film peut-être qui pourrait rivaliser avec un bon petit film d'action un peu avec concept et tout. De série B, Avoir, tout simplement. de série B tu vois, ou un truc, je sais pas. Je m'attendais à un truc vraiment très castagne et tout. Et en vrai, c'est pas le cas et c'est tant mieux, ça offre une vision assez intéressante du cinéma de genre ici, principalement du cinéma d'infecté, du gros zombie comme on les connaît, mais enfin, même pas du zombie, tu vois, vraiment pour le coup, vraiment de l'infecté quand même, faut distinguer les deux. Le tout porté par un Karim Leclou, je dirais pas habité il passe plus son temps à s'en prendre plein la gueule qu'autre chose, le pauvre. Oui. Mais on se retrouve face à un film assez fun et pas forcément très prétentieux, tu vois, mais qui fait ce qu'il faut quand il faut, qui arrive à mélanger aussi bien l'humour que la situation parfaitement anxiogène que traverse le personnage de Karim Leclou pendant tout le film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un chien dans le film. Et Karim Leclou, Oui. en allant présenter le film à Cannes, voulait absolument, lui, il s'en foutait que le film gagne quoi que ce soit, il voulait juste que le chien ait la palme d'or. Ouais, et il l'a pas eu parce qu'il y avait un concurrent de très grande taille, mais si je puis me parce qu'en même temps, permettre... quand t'as Anatomie Humaine dessus la même année, tu pleures un peu à côté, quoi. Ouais, voilà. Mais après, si je puis me permettre, il est bon deuxième derrière le chien de The Old Oak et de Les Feuilles Mortes. Je sais plus quel chien il y avait à Cannes cette année. Faut que j'y réfléchisse. Mais il est adorable ce toutou. En plus, j'aime pas forcément cette race de base, mais là, il est trop mignon. Oh, il est adorable. Pardon, elle est adorable en plus. Ah oui, c'est une femelle. Ouais, c'est ce que lui dit Viva. Alors, pour moi, c'est un moment, pourquoi ce nom alors que c'est une femelle? Voilà, grand moment de malaise dans la salle. Mais du coup, vas-y, continue. Mais en vrai, tu vois, ce que t'as dit pour le chien, comme quoi c'est adorable, bah, en vrai, j'ai presque envie de dire ça pour le film, même si, oui, là, ça fait quand même un peu bizarre, dit comme ça, comme Telle prémisse. cette prémisse et ce titre, tu vois. Mais c'est en ça que le film est vachement bon, c'est qu'il est très surprenant. À la fois dans son concept et dans sa façon de délivrer le concept, peut-être pas en termes de mise en scène, même s'il y a quelques scènes que je trouve très sympathiques, notamment le plan séquence de l'autoroute. Ouais, après, tu sens qu'il n'y a pas de budget. Hein. De quoi? Tu sens qu'il n'y a pas de budget après. Mais pour le coup, c'est vraiment bien masqué, je trouve. Ouais, tu
sens que c'est un petit film de genre français qui a pas forcément énormément de prétentions malgré ce qu'il affiche, tu vois. Et ça s'en tient vachement bien. Le couple du coup d'acteurs, Vima Laponce et Karim Leclou, fonctionne assez bien ensemble et justement va commencer à instaurer une tension qui du coup rend le reste du film pas chiant, tu vois. Ouais. Alors que pourtant, Vivien Laponce, elle arrive après la première moitié du film, si j'ai pas de bêtises. Oui, elle arrive assez tard, tu vois. Ouais. Mais donc du coup, la première moitié, c'est vraiment un quasi survival où c'est Vincent face à lui-même. Et après, du coup, on commence à rebattre les cartes avec ce personnage qui vient un petit peu interférer à la fois sa situation et en même temps c'est sa relation. Lui-même, quoi. Ouais, c'est ça, voilà quoi. Après, je sais pas si tu aurais d'autres choses à dire, si tu veux que je... Oui, j'ai adoré le générique du début. Oui. C'est très con, hein, mais je le trouve particulièrement efficace. C'est ça, mais en vrai, ouais, c'est pas forcément quelque chose d'anodin à dire, parce que, bah déjà, bon, bah c'est une amorce pour le film, et c'est toujours cool, mais en même temps, c'est vrai que ça donne quand même un peu envie de se plonger dans l'univers, pas forcément par rapport à la musique, mais juste par rapport au design qu'il réussit à offrir. Après, bon, c'est pas non plus... Enfin, je pense qu'il y a mieux, mais c'est vrai que t'as raison pour le coup. Tu sais, je suis tombé là-dessus, je suis en mode, oh putain, c'est pas mal. Ça fait un petit peu, encore une fois, ouais, série B, mais en même temps, un peu avec la classe que pourrais je pas moi avoir Michael Mann. Voilà, bon, c'est. Ouais, même si pour le coup, la classe de Michael Mann, elle se retrouve pas forcément sur le film, enfin sur tout le film, tu vois, je pense par exemple quand il se bat. La première fois qu'il s'installe dans le manoir et... Oh putain, ne spoil surtout pas cette scène parce qu'il faut que les gens la découvrent. Oh là, j'ai vomi moi, enfin j'ai failli vomir, hein, comme Karim. Moi j'avoue, on avait bien ri à l'étrange sur cette séquence. Ouais. Mais voilà, on est face à un film qui malgré les apparences se révèle pas si con. Il est dans son message très simpliste, on va pas se le cacher. Ouais. Mais il en profite juste pour juste t'offrir un petit trip, comme tu dis, de série B, de cinéma un peu bis, comme on n'avait pas vu depuis un moment, et sans forcément s'enfermer dans une connerie un peu sans nom. Là, j'ai vu en ce mode rigolo, tu vois. Là, un peu comme The Sadness en fait. Oui et non, parce que The Sadness va beaucoup plus assumer son côté War Cardé, on fait un truc trash et tout, tu vois. Là où, même si Vincent doit mourir peut se permettre de tomber un petit peu dans du trash comme la séquence que je mentionnais, ou même juste le fait que t'as un enfant qui s'en prenne plein la gueule et ça fait plaisir. Oui. Toujours. T'as vraiment un truc qui s'installe qui fait plaisir. Enfin, je saurais pas forcément comment trop développer. Ouais, c'est réjouissant comme film, parce que, pas forcément par rapport juste au concept, mais parce que c'est bien développé, c'est plutôt généreux. Pas forcément, on va dire, dans l'action en elle-même, parce que pour le coup, encore une fois, tu sens qu'il n'y a pas forcément beaucoup de budget pour avoir des séquences très longues, mais il réussit à apporter quelque chose de vraiment impressionnant sur une durée assez écourtée, notamment la séquence sur le parking du supermarché, où là, clairement, c'est le mec qui se fait plaisir, quoi, mais tu sens que tu lui donnais 1 million de plus, il pouvait te faire durer ça sur toute l'autoroute. J'aurais aimé voir ça. Après, moi personnellement, du coup, je sors du film il y a un jour. J'ai pas encore eu le temps de prendre des notes, enfin de grosses notes et d'y réfléchir. Donc j'ai parlé plutôt à chaud. Mais moi, ça m'a beaucoup plu dans Vincent d'en mourir. Et en même temps, ce que je trouve et sa faiblesse, c'est justement ce changement de ton. Parce que comme tu l'as dit, moi je trouve pas que c'est forcément un film qui est très anxiogène, mais qui offre une tension en revanche qui est vraiment palpable. C'est-à-dire que tout le film, tu te demandes quand est-ce que ça va arriver, comment est-ce que ça va se passer, quel élément il va utiliser, et du coup la séquence que tu vois au début de la maison là, quand on te dit le mot, tu te dis ok, ça va se passer là. Quand tu vois le personnage se déplacer, tu fais ok, ça va arriver. Et quand tu vois un autre personnage arriver, et quand tu commences à essayer de voir qui pourrait arriver, et là du coup plus le film avance dans ce raisonnement, plus il y a une tension qui s'installe, et plus ça devient vraiment assez pas forcément étouffant, mais en tout cas assez intense, et ça rend le film, comme tu l'as dit, pas chiant du tout, parce que pas forcément parce que t'as pas le temps de t'ennuyer, parce qu'il y a plein d'actions et tout, mais juste parce qu'en fait, du coup, t'es pris, enfin t'as le souffle coupé pendant quasiment tout le film, parce que tu te demandes, même du coup avec Vivien Laponce, notamment les premières scènes où on la voit, tu te dis quand est-ce que ça va se passer, quel est le moment où il y a un truc qui va dérailler, ça va déraper, et là je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment tenu de la part de Sébastien Castan. Et en même temps, je trouve que c'est...
les deux acteurs sont suffisamment charismatiques pour que justement ce mélange un petit peu des genres et de la tension puisse s'installer à peu près correctement et que tu puisses t'attacher aux deux personnages. C'est ça, parce que c'est des très bons acteurs, et je vais revenir sur Karim Leclou, mais ouais, Karim Leclou, putain. Mais après, c'est aussi un défaut, parce que je trouve que dans son mélange de fantastique, de comédie dramatique, de romance aussi, parce que du coup, bah, il va y avoir une relation avec Vima Laponce, hein. On peut même dire, j'ai envie de dire, ouais, de thriller, voire d'horreur. Il y a tout un contexte, moi, que je trouve très très malin, autour, on va dire, enfin, très mince parano autour des news où commence, et ça je trouve intéressant parce qu'en fait à la fois il esquisse, on va dire, tu sais, un peu ce côté, ouais, les news qui commencent à s'intéresser, scientifiques, c'est de trouver un raisonnement logique, mais en fait à chaque fois je sais pas si c'est fait exprès ou c'est juste moi qui étais pas réveillé le matin parce que j'ai vu ce film le matin, mais à chaque fois j'entends juste des briques de mots, oui, violence, gens, inquiétude. Et du coup, à la fois, bah, du coup, t'avais ce côté un peu parano qui se dégageait, mais en même temps, bah, le film te donne pas de réponse. Donc, du coup, enfin, plutôt de questionnement. C'est juste pour accentuer le malaise de la situation. Et je trouvais ça plutôt intéressant dans son détournement. Euh, et d'autant plus qu'en fait, le personnage de Vincent, c'est pas un patient zéro. Et c'est ce que j'avais déjà parlé avec le Reine Animal. Et va voir le Reine Animal, s'il te plaît, Yorko. En public, je le dis cette fois-ci, va le voir, s'il te plaît. Voilà. Mais en fait, le film, c'est pas. Enfin, Vincent, c'est pas un patient zéro. Et du coup, il y a tout un contexte qui va se développer de plus en plus. Sauf que là où le Reine Animal, on va dire, c'est acté par la population, là, la population commence à s'en rendre compte. Et du coup, ça fait que le film, bah, il offre en fait une vraie montée en tension et surtout une vraie montée, on va dire, pas forcément en violence, mais bah, dans les scènes. Et la scène de l'autoroute, c'est un peu le climax du film. Et c'est la scène, on va dire, la plus impressionnante parce que du coup, enfin, plus le film avance, plus on va dire, ouais, il y a, on va dire, des personnes concernées par ce délire. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant thématiquement parlant. Maintenant, dans le mélange de genres en lui-même, alors pas forcément dans le côté, ouais, on fait des blagues pour dédramatiser comme chez Marvel, mais juste par rapport, on va dire, à toute l'intrigue un peu plus romantique entre Vima Laponce et Karim Leclou, le côté un peu plus survival autour, bah, du coup de ce que vit Vincent, l'aspect un peu plus dramatique sur ce qui, sur, ouais, sur ce qu'il, bah, comment est-ce qu'il le vit en fait, et sa dégradation, parce que c'est aussi, moi ce que je trouve intéressant, c'est un personnage qui fond de plus en plus dans une sorte de violence interne qui fait que il y a des fois presque l'impression que c'est lui qui agresse plus que c'est les autres qui agressent. La scène de l'autoroute, elle est super pour ça parce que t'as un moment où tu le vois un petit peu enfin, où tu le vois parfois s'acharner sur deux personnes et tu te dis est-ce que c'est par pure défense ou parce qu'il est juste en train de péter un câble. Et ça c'est intéressant. Le problème c'est qu'en fait bah, c'est différentes, je dirais pas sous-intrigues parce que c'est dans l'intrigue principale, mais ouais, c'est différentes strates d'intrigue, on va dire, elles se font pas forcément très bien. Enfin, parfois, c'est un peu hétérogène à ce niveau. T'as l'impression que tout avance un petit peu à son rythme. Et du coup, bah, je trouve que le film décroche un peu, pas forcément niveau rythme, mais niveau émotion et intensité. Et c'est dommage. Après, pour le coup, ça montre quand même l'ambition du réalisateur parce qu'il aurait juste pu faire un survival de série B avec plein de situations qui s'enchaînent. Et c'est vrai que le film a aussi peut-être un peu ce défaut, c'est tu sens que le mec il a plusieurs scènes fortes en tête et parfois tu sens qu'il les relie. Comment? Il a du mal à tout lier. Ouais, en fait, ou du moins tu sens que parfois il les lit de manière un peu téléphonée, tu sens que c'est pas trop comment amener à cette séquence, mais on s'en fout, on va y aller parce que c'est cool. Et bon, en vrai, c'est pas ce qui m'a gêné le plus dans le film, mais parfois je me disais, ah, c'est dommage, parce que du coup, l'intensité de la séquence, elle est beaucoup plus amenuisée. Et bah, c'est con, parce que pourtant, l'idée en elle-même, elle est vraiment trop chouette, ça. Maintenant, bah, là, on parlait tout à l'heure un petit peu plus de violence. Alors, juste, du coup, pour revenir juste à l'ambition, je suis très décousu, désolé, c'est la maladie. Mais ouais, le film est très cool parce que du coup, même si on sent qu'il n'a pas beaucoup de budget, au-delà de son intrigue et de ce qui est son développement, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est ambitieux, même si c'est pas forcément très réussi dans son propos. Et ça fait que le film, bah, du coup, il est vraiment très très chouette. Et là aussi, je pense qu'il attire pas forcément à l'interprétation, mais plus à analyse. Du coup, voilà, moi personnellement, je conseillerais le film pour ça. Et comme tu l'as dit, bah, parce que en fait, c'est un peu un mélange, je dirais, ouais, entre. Alors, les termes, ils sont vraiment à chier, mais du coup, une série B et du Helvétie d'horreur. Parce que
le côté un peu intellectuel de l'invité d'Aurore qui va s'attacher plus aux personnages, à leur développement, à un côté un peu plus thématique dans l'horreur. C'est pas vraiment un film d'horreur en réalité. Et la série B, où là c'est vrai que le film va pas forcément se poser de questions et va être dans quelque chose de plus ou moins décomplexé, notamment avec les touches d'humour qui sont vraiment très très bien senties, je trouve. Bah, enfin, oui, c'est un mélange, c'est à peu près tous les points, c'est un mélange à la fois d'une prémisse de Romero, parce qu'il me semble que The Crazy, c'est plus ou moins la même prémisse, le même genre de maladie. Tu vas avoir la mise en scène un peu d'un Carpenter, très épurée, je dirais, tu vois, très carré, très peu dans la virtuosité, mais... Très centré en fait sur ce qu'il essaie de raconter, pas forcément sur, on va dire, comment le magnifier, quoi. On reste à l'os, mais... Avec un traitement très français, j'aurais pas forcément de mots pour ça, je dirais peut-être du... c'est Campagnard. Non, même pas, tu vois. Bah, le début se passe en ville, et plus le film avance, plus tu vois les personnages s'isoler aussi dans la campagne. Après, bah, vous verrez où est-ce qu'ils vont aller. Mais oui, après, c'est vrai que dans le côté un peu plus français, je dirais, bah, au-delà de Super U, qu'est-ce qu'on aurait Bah, en vrai, je pense que c'est pas forcément la relation entre les personnages, hein, le côté un peu plus romantique, parce que ça, je trouve que c'est plus issu d'une branche un peu plus Carpenter, effectivement. Mais peut-être le traitement des news, encore une fois, je le trouve plutôt intéressant et qui vraiment, je trouve, réussit vraiment à plus ancrer pas forcément à ancrer le film, mais plus à le contextualiser dans quelque chose, dans une sorte de paranoïa un peu plus nationale, je trouve, par rapport à ce qui se passe actuellement, pas forcément que le Covid, hein, d'ailleurs, mais notamment ce mot magique qu'on appelle le 49.3. Enfin voilà, Il me semble qu'en plus le film fait une vanne là-dessus, faut se souvenir. je sais plus. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment fait la réflexion que en fait, et c'est là où aussi je trouve l'évolution de Vincent assez intéressante vers une violence quasi omniprésente, c'est bah, justement ce rejet de la violence du quotidien dans ouais, quelque chose qui pèse sur lui et qui lui donnerait de tout péter en fait. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant dans son développement. Après, c'est pas forcément le plus réussi, mais moi j'aime beaucoup ce que le réalisateur réussit à en faire, encore une fois. Et on sent qu'il y a de l'ambition à ce niveau. Et comme tu l'as dit, alors là du coup j'ai peut-être plus parlé de la violence du film, parce que le film est plutôt violent, mais pas forcément très graphique comme un Sons of Sadness, alors qu'il y aurait moyen de faire des scènes vraiment, ouais, assez gore, ou du moins vraiment très intense à ce niveau. Mais c'est pas le propos du réalisateur, et du coup, bah, les scènes de baston, elles sont vraiment assez violentes, mais pas forcément dans leur côté graphique, mais juste dans les coups qui sont pris, dans le sound design, dans... ouais, dans toute leur mise en scène, qui est très très brute. Ouais, ça, il y a un côté très brut au film en fait. Et je trouve que ça le rend vraiment assez pas insoutenable, mais vraiment intense. Et puis, bah en fait, on va parler des acteurs, parce que, bon, du coup, Viva la Ponce fait son Viva la Ponce. On l'avait déjà vu dans Youssef Salem cette année, où elle était royale, je trouve. Si j'ai Oui, mais elle était très peu dans le film. Ouais, mais elle avait déjà un peu ce côté un peu romantique, et ou du moins, voilà, ce personnage, je sais pas trop comment dire, mais qui va faire évoluer le héros, enfin voilà, bon, c'est pas un personnage pas en fonction, mais je sais pas trop comment le dire. Ouais, bon, vous verrez. Moi, elle m'a presque plus fait penser à la fille du 14 juillet, je t'avoue. Bah ouais, bah après il y a aussi un peu le côté un peu détaché, un peu ouais, comique aussi, hein, parce que c'est un personnage assez comique, on va pas se mentir. Mais sinon, j'avais parlé de Petite Fleur il y a plus d'un an aujourd'hui. Et elle a aussi voilà, ce côté voilà, parfois un peu froid par rapport à la violence, où on sent qu'elle essaie d'un petit peu de tout maîtriser. Mais bon, on va pas se mentir, hein, celui qui mérite les éloges, c'est Karim Leclou. Parce que putain, Karim Leclou, là, c'est... Quel acteur! Ah bah, dire qu'on l'a découvert il y a 5 ans maintenant dans Le Monde est à toi, alors que j'avais toujours pas vu, mais voilà. Oh putain, rattrape-le! Ouais, je sais. Et après, bah, Bac Nord, la Troisième Guerre, Un Monde pour la France, Goutte d'Or, et maintenant, bah, Vincent doit mourir, où il est... Ça va peut-être devenir un nouveau... mince, enfin, un nouveau... mince, comment il s'appelle j'allais dire Jérôme Niel, pas du tout, parce qu'il lui ressemble. Comment? Non, pas du tout, il ressemble pas à Jérôme Niel. Non, mais je veux dire un acteur à qui je Il pensais, ressemble pas euh, Oui. qui joue dans Balle perdue. Euh, Ah, putain, oui, il jouait dans HeroCorps.
Alban Lenoir. Alban Lenoir, merci. Pas forcément juste parce que c'est un acteur qui joue dans pas mal de films d'action. En vrai, d'ailleurs, bon, du coup, Vincent de Mourir, je trouve que il y a un côté quand même action qui est plutôt vraiment assez mis en avant. Très correct. Ouais, voilà, et pareil, vraiment, quand je disais, qui revient à l'os du dispositif, donc c'est pas ultra impressionnant formellement parlant, mais qui est quand même vraiment très très bien mise en scène, et avec une performance de Leclou qui est. Ne serait-ce que la scène de l'accident de vélo, moi que je trouve vraiment super bien mise en scène, et très très. C'est de la mise en scène de cascade, quoi. C'est vraiment pour le coup. Et pareil, on a mal, quoi, quand la scène arrive. En plus d'être superbement mise en scène. Et à part du coup Bac Nord. Et quelques autres films, c'est en tout cas un acteur qui, je trouve, va pas forcément devenir un Alban Lenoir parce que lui, il s'est plus spécialisé, j'ai l'impression, dans de l'actionneur un peu plus à l'américaine, voilà, et même dans le style, hein, c'est des purs films d'action, les films d'Alban Lenoir d'habitude, mais quelque chose encore une fois d'un peu plus, on va dire, subtil, pas forcément juste subtil, mais juste, ouais, ou avec des films qui vont essayer d'avoir de l'action un peu plus mesurée, un peu plus, encore une fois, revenir un peu plus à l'os, quelque chose de beaucoup plus brut que de l'action, on va dire, un peu plus pom boum boum, genre en mode Olivier Marshall, quoi, tu vois. Ouais. Mais après, bon, je dis pas que c'est bien ou mal, mais je trouve que du coup, il réussit à se faire un peu sa place là-dedans. Et en plus d'être juste un excellent comédien, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, il est quasiment tout seul pendant toute la première moitié du film, et il tient ultra bien la baraque, il porte le film. Et je pense qu'avec un autre acteur, ça aurait été beaucoup moins bien. Donc du coup, ah bah c'est un rôle casse-gueule, oui, ça c'est même le mot, je pense. Du coup, Le plaisir aussi avec Karim Leclou par rapport à Alban Lenoir, c'est que Karim Leclou n'a pas peur d'aller chercher différents genres, tu vois. oui. Et que pour le coup, il s'en sort toujours assez bien. Je veux dire assez bien parce que Bac Nord, pitié Bac Nord. Après, il s'en sortait bien dans Bac Nord, hein, mais c'est juste que son script est nul à chier, quoi. Son personnage est nul. Disons que c'est le moins pire du trio, quoi. Parce que bon, entre l'accent marseillais français civil et Gilles Lelouch qui est Gilles Lelouchise. Ouais, qui voulait son César, hein, mais il l'a pas eu. C'est dommage. Mais sinon, ouais, après, bon, personnellement, j'étais assez un peu dépité par sa performance de Pour la France. Parce que je la trouvais en fait comme le film assez moyenne et pas forcément très réussi, mais dans C'est mon homme que je trouvais vraiment pas terrible, pour le coup il tenait vraiment beaucoup le film, pareil avec un rôle vraiment passable. Dans Goutte d'or il était exceptionnel. D'ailleurs déjà j'ai passé la semaine de la critique aussi Goutte d'or, dans Un monde où il avait 4 scènes, parce que il joue un père. Ah ouais non mais là il était incroyable, dans la troisième guerre il était super. Et du coup, c'est un acteur qui monte, qui vraiment, je pense, va devenir un nom assez important dans pas longtemps, et qui là se fait sa place, mais qui le fait avec une puissance assez folle. Ouais, voilà, pardon, je tousse. Du coup, pour conclure, ce Vincent doit mourir, on va le voir. Oui, ouais, j'aurais bien dit un truc, mais ça aurait été une vanne en anglais, on va plutôt éviter, mais oui, allez le voir. Voilà, merci. Parce que c'est bien soutenir le genre français. Il y en a un autre du coup dont je parlerai dans l'autre partie du podcast, à savoir Gueule Noire. Mais du coup voilà, c'est cool. En plus le film est en train de se planter sa race. Je crois qu'il a fait 2000 entrées mercredi. C'est rien quoi. Donc du coup allez soutenir ce film s'il vous plaît. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va passer au prochain film de ce podcast. Et du coup le dernier avec toi Yurko, un film très attendu, peut-être le plus attendu de cette année avec le Miyazaki. De mon point de vue, c'était le plus attendu. Hein. Ok. Après, on a vu ton point de vue sur Miyazaki. Par un réalisateur reconnu, par une plateforme qui l'est beaucoup moins, à savoir Netflix, qui nous offre le sobrement nommé The Killer. Stick to your plan. Never yield an advantage. Stick to the plan. Fight only the battle you're paid to fight. Ask yourself, what's in it for me? Stick to the plan. Empathy, weakness, vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Simple. Après son manque réalisé en 2020, David Fincher revient avec ses projets que les studios de cinéma ne veulent pas produire parce que ouin ils sont méchants et les salles sont miteuses, avec The Killer adapté d'une bande dessinée du même nom, enfin traduite en français Le Tueur. C'est une bande dessinée française.
Une bande dessinée française, oui, j'ai du mal à l'exprimer, désolé. Raconte l'histoire de Michael Fassbender qui, après un désastre évité de justesse, se bat contre ses employeurs et lui-même dans une mission punitive à travers le monde qui n'a de soi-disant rien de personnel. Avec du coup Michael Fassbender, Tilda Swinton et un petit nombre de comédiens pas forcément très connus, hein, Charles Pernell, Monique Genderton, Sarah Baker, Kerry O'Malley. Bref, vous les connaissez peut-être pas forcément, mais pourtant le film va vous les faire connaître et vous les dépeindre au fil des voyages de ce méchant tueur. Alors je vais peut-être commencer sur le film parce que toi t'as beaucoup de choses à dire, et un peu comme Miyazaki, ça va peut-être se réduire à... Alors j'aime beaucoup ce que le film raconte, mais en même temps c'est un peu du bullshit. C'est-à-dire que The Killer, c'est un film, je pense, qu'on pourrait, encore une fois, disserter beaucoup en long, en large et en travers. C'est un film qui m'a donné envie d'être revu à la seconde où le générique s'est terminé pour essayer de replonger dans l'univers. C'est un film qui a la radicalité qu'on peut attendre d'un Fincher dans, on va dire, la forme qu'il essaie d'employer et dans la narration qu'il essaye de chercher. Mais j'avoue que j'ai 2-3 problèmes avec qui font que j'ai pas forcément pu rentrer à fond dedans. Et à commencer, on va dire, par la narration du film et son écriture, qui est, je trouve, assez étrange en fait. Le film s'ouvre sur du coup une séquence à Paris qui dure une vingtaine de minutes, trentaine de minutes même, je crois, sur 2 heures. Le film m'a donné les bases. Et j'avoue que j'étais vraiment assez déstabilisé parce que le film est en train de me faire avec ce personnage qui attend. Et quand je dis qu'il attend, c'est qu'en fait, il fait pas juste de traction et on le voit attendre sur un plan fixe pendant 2 secondes et hop, voilà. Non, c'est vraiment un personnage qu'on voit préparer son plan et à la seconde, tu te dis, ok, il va le faire. En fait, il est reparti sur un autre truc et après, il fait encore un truc et après, il fait encore un truc. Et ça je m'avais déstabilisé parce que du coup, ça donne un film qui est ultra anti-climatique où on a sans cesse la pression de voir un film dont l'action va se dérouler de manière assez folle, assez forte, d'autant plus avec un nom comme Fincher, mais en fait, qui ne fait que la retarder, que la rendre vraiment anti-spectaculaire, et pour autant quand même magnifier les séquences les plus, on va dire, fortes et folles. Notamment une scène vraiment d'action là que j'ai pas révélée mais qui est quand même assez chiadée. Et ce aussi avec des monologues intérieurs, donc de la voix off. Il y a beaucoup on va dire il y a beaucoup de dialogues. C'est un film assez verbeux, The Killer, qui se font de manière intradégétique, mais beaucoup de dialogues extradégétiques. On écoute parler ce tueur, on écoute ses états d'âme, on écoute sa vision du monde. Et en fait, toi du coup, t'as un avis assez tranché sur la question, mais moi j'ai toujours un peu du mal à savoir si il faut être premier degré ou second degré avec ce qu'il est en train de raconter. Parce que à la fois j'ai l'impression que ça fait vachement avancer l'histoire, vachement avancer notre empathie par rapport à ce personnage. Et empathie n'est pas égal sympathie, hein, c'est un personnage de merde, c'est un tueur quoi. Voilà. Littéralement, c'est un personnage détestable. Je pense, oui, voilà. Mais empathie dans le sens où notre compréhension de quel est ce personnage, qu'est-ce qu'il est, qui il est, parce que on commence le film sur, on va dire, sa mission qu'il va rater, sans trop en dire. Et en même temps, le film, parfois, tu sens qu'il joue beaucoup avec son dispositif. C'est fait parfois de manière assez voyante. Moi, je trouve plutôt maligne, mais qui m'a quand même donné un résultat assez décousu. Parfois, j'avoue que j'étais un peu en mode bon, c'est super ce que tu me racontes, mais c'est pas que je m'en branle, mais j'ai l'impression que le film là, on parlait d'ailleurs d'action un peu téléphonée dans Vincent de mourir. Parfois, ça fait vraiment téléphoner quoi. Tu te dis ouais, bon, je sais pas trop comment écrire, alors du coup, on va dire il va faire ça, il va dire ça, et ça va avancer comme ça. Bon, bref. À côté, tu vas sûrement en parler, c'est un pur film de Fincher. C'est ultra maîtrisé sur tous les aspects techniques. Il y a un côté millimétré, cadré au centimètre, que je trouve vraiment super appréciable. Pas juste, on va dire, pour un nerd du ciné, en mode « Oh, t'as vu, la caméra, elle bouge de manière vraiment ultra incroyable. Et puis la lumière, elle est vraiment super bien mise. » Non, c'est juste vraiment ultra, j'ai envie de dire, ultra satisfaisant à voir, en fait, cette manière qu'il a d'offrir quelque chose d'à la fois très sophistiqué et en même temps assez naturel, je trouve. Et en même temps, il va offrir un film assez brut, vraiment assez... vraiment chouette dans son changement de ton, à la fois en réussissant à jouer avec son intrigue, avec son personnage, avec ses personnages même, j'ai envie de dire, et
la finalité de chaque séquence qui se résume à la mort. Et aussi, je trouve qu'il réussit vraiment bien à jouer sur la violence en fait, qui est une violence qui est assez graphique, assez, assez impactante, mais qui arrive encore une fois par soubresaut et de manière assez, assez forte encore une fois. Là, je suis vraiment assez décousu sur le film, je m'excuse, mais j'avoue qu'encore une fois, le film m'a laissé un ressenti plutôt brouillon qui m'a vraiment plu, mais sur lequel je ne serais pas trop m'étendre outre mesure pour l'instant. Du coup, si tu veux bien m'éclairer, Urko, peut-être. Va falloir rebondir à partir de là. Bonne chance. Désolé, je vais reprendre encore l'expression, sauf que cette fois, ça sera pas pour Miyazaki. The Killer, pour moi, c'est un peu un film somme de Fincher. Et en même temps, pas vraiment, parce que c'est pas un film où il va mobiliser absolument toute sa carrière, mais je pense très sincèrement, moi en tout cas, je lis le film comme ça, que The Killer, c'est avant tout une énorme autocritique ou une autoparodie, je pense, de Fincher vis-à-vis de lui-même et de sa fanbase la plus déterminée, notamment celle qui n'arrive pas à prendre du recul vis-à-vis de ses films. Tu vois, par exemple, le fait que la voix off soit quasiment omniprésente dans le film, on a extrêmement peu de dialogue en vrai dans le film, qui fait que la séquence avec Tilda Swinton notamment sortent un petit peu du lot, on va dire, tu vois. Oui. C'est peut-être la moins informative vis-à-vis de la narration en elle-même et la plus j'ai pas envie de dire fincherienne, mais la plus réflexive, on va dire. Oui, c'est ça. Pour le coup, t'avances vraiment dans l'évolution du personnage, ou du moins dans, on va dire, son côté un peu détestable. Et c'est un personnage qui le remet le plus en question, je trouve, dans, on va dire, sa manière de tuer. Dans sa manière de tuer, dans sa manière d'être, et le fait est que justement la manière de tuer du personnage de Fassbender, et globalement le personnage de Fassbender en lui-même, peut être complètement vu comme étant un peu un alter ego de David Fincher lui-même, tu vois, justement qui va montrer ce côté autocritique, notamment aussi vis-à-vis de Fight Club, par ce côté très, on va dire, masculiniste, très je me parle à moi-même, je suis supérieur à tout le monde, et sa fin, par contre sa fin, je vais la laisser un petit peu de côté pour le moment parce que j'ai quelques trucs à en dire, j'ai un gros problème avec cette fin. Et le truc c'est que on est purement ensuite dans du cinéma de Fincher, c'est du cinéma extrêmement millimétré, extrêmement carré, ça donne des séquences qui peuvent parfois sembler un peu bizarres, je pense par exemple à la scène découverte du manoir, quand une fois qu'il a raté sa mission à Paris. Oui. Qui a un aspect super bizarre. Parce que tu sais pas ce qu'il est en train de te raconter aussi, je pense. Oui, parce que tu sais rien du personnage. Pour vous dire à la fin, léger spoil, mais on sait même pas comment il s'appelle réellement ce personnage. Je vais vérifier. Non, il a pas de nom, il s'appelle Le Tueur, et d'ailleurs, Tilda Swinton s'appelle l'Experte. Voilà. Ouais, voilà, ils ont tous des noms de code, et après tu me diras c'est normal, et c'est peut-être ce qui va pousser aussi peut-être le message le plus important du film, qui va être un petit peu une lecture anticapitaliste extrêmement basique pour le coup, pour un film de serial killer. Mais du coup ça permet d'ouvrir cette voie justement à Fincher qui se regarde lui-même et qui se parodie lui-même, peut-être. Après la question est de savoir s'il s'identifie réellement au héros ou pas, j'espère pas quand même, parce que sinon ça fait quand même un petit peu peur. Mais du coup t'as ce côté très très parodique. C'est un film qui regorge d'humour noir. David Fincher a toujours utilisé énormément d'humour noir, même déjà dans Fight Club, dans Panic Room, dans The Social Network, pas trop dans Millennium en vrai, mais Millennium, j'ai vu que les versions suédoises, donc je pourrais pas vraiment, je pense. Qui sont très bien pour le coup, pas forcément obligé de regarder la version de Fincher, même si elle est très très correcte. Oh, Daniel Craig et des petites lunettes rondes, j'avoue que ça se refuse pas. Avec un petit pull col roulé là. Oui. Mais du coup, t'as ce truc très particulier en même temps. Juste ce sentiment, c'est un peu dommage de le voir sur Netflix parce que c'est purement du Fincher dans sa mise en scène, c'est très carré, c'est très millimétré. Et en même temps, je comprends que les salles ne le voulaient pas parce que c'est super radical dans sa forme. C'est-à-dire que, encore une fois, tu t'attends à un truc assez. C'est pas plus radical qu'un autre film de Fincher passé les années 2000, tu vois. Je pense que par exemple Zodiac est beaucoup plus froid et détaché que The Killer l'est. Ouais, mais après, c'est un film qui joue vraiment beaucoup avec son spectateur, avec l'attente qu'il peut avoir, et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup auraient quitté la salle parce qu'ils se disent, mais c'est quoi cette merde, on se fait chier. Notamment dans sa première partie,
qui dure quand même 30 minutes, où tu passes quasiment 30 minutes à attendre le moment où ça va dérailler, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en plus tu sens que ça va dérailler, mais il joue avec tes nerfs, et d'autant plus avec encore une fois ce côté un peu plus philosophique, blabla, je raconte ma vie, oh vous avez vu comme je suis intelligent, edgy, mais intelligent, vous avez vu, waouh, j'ai Oui, mais en compris, même temps, we live in a society, les enfants. Mais en même temps, il s'en moque de ce côté-là, tu vois, parce que globalement, il montre que le mec est trop dans sa pensée philosophique à lui, et à aucun moment il est réellement dans le réel, tu vois. C'est pour ça que la plupart du temps, tous ses plans tombent à l'eau. Oui, Il est obligé d'improviser, alors que pendant tout le film, il se répète son espèce de mantra de oui, il faut s'adapter, ne pas improviser, aucune place à l'éthos, tout ça, tu vois. mais après ça, est-ce que les spectateurs d'aujourd'hui, parce que les retours sur le film sont quand même vraiment ambivalents, t'as des gens qui adorent, d'autres qui détestent, et notamment parce que ouin ouin c'est Fincher du coup, et les gens disent que c'est bien, alors qu'en fait c'est nul, vous avez rien compris. Euh, Mais j'avoue que ouais, du coup, je comprends pourquoi les gens ne voulaient pas que ça sorte en salle. Enfin, du moins que beaucoup de salles n'auraient pas voulu produire ce film parce que c'est assez. Enfin, c'est vraiment casse-gueule, quoi, comme tu l'as dit. Mais après, ouais, bon, c'est sûr que de Fincher, je comprends effectivement la. Enfin, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que ces films sont assez radicaux de base. Même parfois dans leur violence, hein. Seven. C'est un mec très froid qui va venir te parler de. Bon, je vais citer Karim Debache. Ouh là là. C'est de coutume, et en plus, c'est le débat du moment sur Twitter. Mais t'as un truc chez Fincher de vraiment parler de l'horreur, enfin de t'inscrire dans un hyper-réalisme dans lequel tu vas faire exploser l'horreur à un moment, tu vois. Et pas forcément une horreur comme on l'entend, mais une horreur juste dans le sens où tu vois des trucs globalement un peu horribles, tu vois. Et pour le coup, The Killer, ça va à fond là-dedans, mais ça va saupoudrer le tout d'un humour noir quasiment constamment. Je trouve que toutes les scènes de meurtre sont vraiment, c'est peut-être très psychopathe de dire ça, mais sont presque à mourir de rire en fait. C'est toujours des trucs qui tombent un peu de nulle part, et de façon très brutale, tu vois. Oui. Mais en même temps, où t'es là, tu fais oui, en fait, c'est juste logique. C'est-à-dire que les scènes sont à la fois assez violentes, vraiment dures parfois à voir. Le truc avec la graffeuse notamment qui est. Mais sinon, ouais, effectivement, dans la manière, ne serait-ce aussi qu'il a de le ressentir, où tu vois soit qu'il est en train de faire un. Enfin, qu'il a juste un truc détaché en mode ouais, bon, ouais, tu me fais chier, dégage. Et puis tu dis, ah bah c'est bon, il a fait son truc, et en fait tu comprends que, en fait, il a absolument. qu'il est juste merdé sur toutes les lignes. Oui. Justement, sur cette scène du pistolet à clous, quand il est là en mode bon, il en a pour 4-5 minutes, tu vois, et en fait, 10 secondes après, c'est fini, tu vois. Et là, il fait oh là là, ah non, mais j'avais tout prévu, vous inquiétez pas. Madame, viens avec moi. Et puis même, justement, après cette scène, le truc dans l'ascenseur où t'as un mec qui fait. Qui dit je sais plus quoi, et t'as une sorte de malaise qui s'installe. Oui, il est là en mode waouh, votre poubelle elle a l'air lourde, qu'est-ce qui se passe? Vous transportez un cadavre dedans et tu vois la meuf à côté qui explose de rire. Donc du coup ouais c'est encore une fois il y a ce côté un peu ambivalent entre premier et second degré parce qu'à la fois c'est un film et je trouve que ça marche beaucoup plus niveau émotion qu'écriture dans on va dire soit quelque chose de vraiment très froid donc une fois de purement thriller un peu comme Vincent doit mourir avec une tension avec une Ouais, mais par rapport à Vincent doit mourir qui va complètement mélanger les genres, là c'est juste les tons qui se mélangent, et encore, tu vois, quand je dis les tons se mélangent, ça donne des séquences de tension qui sont ouf. Pour le coup, la plupart du temps, les scènes de tension sont, je trouve, très très bonnes, tu vois. Je pense quand il doit rentrer justement avec son costume c'est-à-dire de maître poubelle, de Oui. éboueur, ou quand il rencontre Tilda Swinton, pour éviter de spoiler la finalité de la séquence. Oui. T'as une tension qui s'installe, mais en même temps, toujours oui, ce côté je me moque de moi-même parce que au final, peut-être que ce gros connard détestable qui se croit tout maîtriser, machin, peut-être que c'est moi en fait, tu vois. Mm. Et ça amène du coup peut-être un gros problème pour le coup vis-à-vis de la fin, je reviens là-dessus du coup, où ce mélange de tons ne marche pas parce que la fin fait beaucoup trop premier degré, enfin la fin, l'épilogue fait beaucoup trop premier degré, là où la fin en elle-même est peut-être très simpliste et rentre plus dans le cadre de la lecture anticapitaliste du film qui, comme dit plus tôt, est extrêmement basique. Pour le coup, il n'y a pas à trop réfléchir là-dessus. Je pense pas que le film soit anticapitaliste, hein, sachant qu'on parle d'un mec qui est pété de thunes et qui finit littéralement. Enfin, je sais pas. Après, c'est ce
ce que je disais un peu Paul en off hier, tu vois, c'est que t'as une lecture anticapitaliste dans le sens où tu peux juste voir le meurtre comme un simple, enfin l'assassinat plutôt, comme un simple service, comme on pourrait te servir un café, tu vois. Dans ce cas-là, Michael Fassbender, c'est juste un serveur, et à un moment, il a juste foiré une commande à un moment, ses patrons lui sont tombés dessus, il pense du coup que c'est son client qui essaie de l'arnaquer, tu vois, qui est un peu un gros con et tout. Et en fait, non, c'est juste littéralement juste les patrons qui ont décidé de l'avoir par les règles de on est tes patrons et puis ferme ta gueule, quoi. Mais alors du coup, alors j'ai pas lu la BD et honnêtement j'aimerais beaucoup la lire pour voir à quel point notamment parce que évidemment en BD tu peux utiliser des bulles pour et le découpage pour vraiment montrer ce que pense un personnage. Pour le coup c'est quand même beaucoup moins artificiel je trouve que dans le 7ème art, le 9ème art en 7ème art. Ouais, Mais surtout au niveau de la voix off, qui peut complètement rebuter. Je comprends parce que c'est une voix off qui se répète énormément. On est littéralement dans sa tête en fait. Enfin, je dis littéralement, mais on est dans sa tête et on est dans la tête d'un psychopathe extrêmement froid et calculateur. Donc oui, la voix off va être extrêmement froide, calculatrice, et se reposer sur 4 principes très basiques. ouais, mais je trouve que c'est à la fois, encore une fois, assez pas forcément programmatique, mais vraiment, tu sens que c'est vraiment pour le bien du scénario que ça a essayé d'utiliser, mais en même temps, il réussit quand même à jouer avec. Donc, je trouve que l'adaptation est plutôt réussie, même si bon, je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus parce que j'ai pas eu la BD. Par contre, par rapport au côté capitaliste, du coup, pourquoi McDo? Pourquoi McDo? Au début, tu sais, il sort, il se prend un McDo et il parle de McDo, je crois, à un moment. C'est. Parce que du coup. Là, je t'avoue, j'ai pas poussé l'analyse aussi loin. Ok, tant pis. Du coup, on va éluder ça. Mais après, je pense que c'est aussi encore un côté un peu plus comique, voire même, j'ai envie de dire un peu moqueur, tu vois, d'avoir, ne serait-ce que cette figure du tueur. Et encore une fois, ça donne à la fois un côté un peu moqueur et en même temps plutôt angoissant d'avoir un tueur, mais qui est littéralement habillé comme tout le monde, enfin, pardon, comme un Oui, touriste allemand, mais avec un truc de McDo, mais que tu sais, mais toi. justement, c'est là où tu rentres peut-être dans le côté un peu parodique, où il va pas être premier degré en mode il te présente un personnage comme Alain Delon dans Samouraï, tu sais, qui est très classe. C'est un personnage, enfin, je veux dire, c'est un personnage effacé aussi, qui essaie de se mélanger à la masse. Ouais, et qui est Il se taiseux aussi mélange surtout. de façon. De quoi? Et qui est taiseux dans le samouraï aussi surtout. Oui, oui. Beaucoup plus que dans The Killer d'ailleurs. Mm. Mais. Parce que dans The Killer, techniquement, il parle tout le temps, hein, mais c'est juste à lui-même, quoi. Il est juste con. Oui, non, mais il n'y a pas de dialogue, y a pas réellement de dialogue dans The Killer, mais si, il y en a en vrai, je pense notamment quand tu vas voir l'avocat. Ouais. Et ou encore la scène dans la voiture aussi, qui est vraiment super. Oui. D'autant plus au contexte qui est quand même assez similaire à celui de Soix, sans mauvaise blague, dans la scène du coup dans la voiture. Voilà. Oui, mais même là, le peu d'empathie qu'il pourrait essayer de te faire construire avec cette séquence, tu vois, il a détruit complètement et de façon justement qui, pour moi, accentue ce côté humour noir où tu te dis, en fait, non, j'ai pas à l'apprécier, à aucun moment j'ai à l'apprécier, c'est moi le problème là-dedans à l'apprécier ce personnage, tu vois. Oui, voilà. Mais encore une fois, empathie n'est pas égal D'autant plus sympathie. ce qui d'autant plus quand tu compares le personnage à Fincher dans leur démarche, en plus dans leur approche plutôt de leur art avec des guillemets dans le cadre du tueur plutôt, te pousse encore plus à te distancier et à dédramatiser ce que tu vois. C'est ça. Ah, et d'autant plus aussi par rapport, on va dire, à toutes les personnes qu'il va rencontrer, et dont, notamment pour la scène de baston, où là, je trouve quelque chose d'assez intéressant qui se travaille, parce que ce personnage, du coup, on est suffisamment rentré en empathie, parce que le film a suffisamment avancé, pour savoir, du coup, les tenants et aboutissants de son âme. Et pourtant, tu te trouves quand même à vouloir qu'il survive, je trouve. Et la scène, du coup, est assez forte à ce niveau, parce que, il y a une tension qui s'installe qui, je trouve, est assez excitante. Parce que du coup, en fait, t'as une ambiguïté assez folle. Un peu comme. C'est un peu galvaudé de dire ça, mais dans The Devil Rejects, où t'as des personnages tellement. Pas forcément affreux, mais qui se présentaient de manière tellement, on va dire. Dans The Devil's Reject, ils sont affreux, oui. Voilà, après là, c'est beaucoup plus ambigu que ça, parce que c'est juste ce personnage qui est contre eux, et le personnage qui, du coup. En tout cas, là ici, qui essaie de se défendre, alors que dans les autres, il sait pas se défendre. Mais du coup. Ça crée un truc d'ambiguïté que je trouve assez intéressant, même s'il n'est pas forcément le plus exploité, mais qui en tout cas pareil remet un peu en question et qui encore une fois joue un peu avec le spectateur, qui joue avec notre appréciation de ce tueur, ou du moins avec notre empathie qu'on va essayer de développer.
Et puis bah, la scène en elle-même, encore une fois, bah, c'est du Fincher. Hein. Alors certains diront qu'elle est un peu trop surdécoupée, qu'elle sert à rien, qu'elle dénote trop. Moi je trouve qu'elle est pareil, encore une fois, elle joue un peu avec nos attentes parce que bah, jusque-là, on se disait, ouais, bon, bah ça va finir en autre boudin comme d'habitude et ça va peut-être être drôle. Mais là, pour le coup, non, c'est vraiment brutal, voire même limite vraiment horrifique. Même si la fin de la scène, encore une fois, c'est un truc tout nul, mais qui montre bah, que c'est plus que maîtrisé. Ouais, il arrive à subvertir les attentes assez souvent, c'est très cool. Mais enfin voilà, du coup, The Killer, à moins que tu aies d'autres trucs à dire, on va le voir ou on va pas le voir? Bah, on va carrément le voir, oui. Ok. Bon bah Ouais, écoutez, tu c'est au disais? moins un objet très intéressant dans la filmographie de Fincher pour peu que vous appréciez son cinéma. Ouais, parce que pour le coup, si c'est votre premier Fincher, non. Voilà, là Non, franchement, commencez pas par celui-là. ouais, je pense que ça va en dégoûter beaucoup. Et en même temps, en vrai, par quel Fincher commencer? Parce que moi, je crois que j'ai commencé avec The Social Network, je crois. Bon, en vrai, Social Network, ça peut Non, être Gone très Girl, fort. j'avais commencé avec Gone Girl. Gone Girl, ça peut être une très bonne porte d'entrée, je pense. Après, sinon, hein, t'as la base, hein, Panic Room, Fight Club, Seven. Mais j'avoue, ouais, par rapport à Panic Room, il y a quand même beaucoup de rapports avec, je pense, The Killer à faire. Parce que dans ce côté, ne serait-ce qu'expérimentation narrative et de mise en scène par rapport, on va dire, à un plot de départ sur lequel bah, il va tourner autour pendant tout le film. Ouais, bah très très high concept un peu. Oui, voilà, c'est ça. Alors, pour Sinon, autant, encore, c'est pas, on va dire, un high Panic Room. concept vraiment voyant parce que c'est juste un personnage qui va développer. Mais ce qu'il en fait, pour le Oui, coup, voilà. c'est. Bah, comme Panic Room, ça fait pas tant high concept parce que bah, c'est du Home Invasion et du Home Invasion, on s'en tape depuis les années 60, tu vois. Et encore, on peut même remonter un petit peu avant avec des westerns comme Rio Bravo. Mais quel Home Invasion est pareil que les autres alors qu'il y a Jared Leto dedans? Voilà. Je sais pas. Et il n'y avait pas Forest Whitaker aussi, non? Je sais plus. Attends, je vais regarder. Parce que tu me fous le doute. Mais sinon, ouais, dans les Fincher à voir, je sais pas, hein, il y en a beaucoup. Après, pour le coup, peut-être à la limite, celui qu'il faudrait peut-être pas voir, c'est. Alors, oui, il y a bien Forest Whitaker, mais sinon, ouais, je dirais peut-être Benjamin Button parce que c'est tellement éloigné de ce qu'il fait aujourd'hui. Honnêtement, Ah, mec, à chaque fois, j'oublie, c'est lui qui l'a fait, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà. Bah, allez voir The Killer, même si c'est sur Netflix. Au pire, téléchargez-le si vous aimez pas Netflix. Bon, du coup, bah voilà, on a fini. Et alors d'habitude, je Ouais. dis bon bah au revoir Urko, je vais me passer à la suite. Mais là, bah techniquement pour vous aussi, c'est fini. C'est fini, voilà, parce que bah on va changer, en tout cas pour l'instant. Du coup, Hein. voilà, l'épisode par partie, hein, voilà, comme chez Marvel, on fait ça en plusieurs parties. Du coup, bah écoutez, à passer une bonne journée, je l'espère. À Ah bientôt. ouais, c'est ça. Regarder des bons films. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'on va voir là dans les prochaines semaines, Yurko? J'en ai aucune idée. Bah, je vais te le Mars dire. Express. Mars Express, voilà, Mars Express, merci. On va tous Et voir Mars la Express. version de Dan Bouffant, lol. Ah non, mais il est déjà sorti. Oui, il est déjà sorti et je vais en parler justement dans l'autre épisode. Euh, Mais sinon, il y aura plein de trucs. Il y aura Napoléon de Ridley Scott, il y aura Rien à perdre des films de Loger, il y aura Saltburn qui est le nouveau film de la réalisatrice de Promising Young Woman, il y aura Un hiver à Yanji, il y aura la semaine d'après Perfect Days, le nouveau film de Wim Wenders, il y aura Wish, le nouveau Disney dont on se tape tous plus ou moins, il y aura Le temps d'aimer de tel qu'il est verré, il y aura Auguré, il y aura La Tresse, il y aura Thanksgiving de Eli Roth, et surtout, il y aura un petit film de rien du tout qu'on a un peu apprécié qui s'appelle Conan. Est-ce que tu connais Conan, Urko? Non, pas du tout. C'est quoi? C'est un truc avec un gros barbare, il mange de la viande et tout, non? Oui, un gros. Oui, oui, oui. Oui, vous verrez, on va en reparler de Conan, promis. Mais du coup, voilà. Bah, écoutez, à vous, chers auditeurs, merci. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format d'épisode. Nous, bah, en tout cas, bah, on est là. Et à bientôt. Voilà. Salut, salut. Salut!